À l'été 1936, une jeune Danoise de 22 ans ose une aventure solitaire et pose le pied sur la côte ouest du Groenland. Dans son traîneau, une caméra, un flash et surtout une ambition que l'administration coloniale avait balayée d'un revers de main quelques mois plus tôt. Jet Beng a déjoué tous les pronostics en autofinançant son expédition suite au refus catégorique du ministère danois. 8 mois plus tard, elle allait pourtant offrir au Danemark un spectacle visuel inédit. Des clichés qui vont métamorphoser la représentation visuelle de l'Arctique. Ces images la consacreront experte de référence, tout en faisant d'elle la complice tacite d'un système colonial qu'elle ne cherchera jamais vraiment à déconstruire. Alors installez-vous confortablement et plongez avec moi dans le récit captivant de Jet Beng, une figure emblématique de l'époque où l'émancipation professionnelle des femmes se heurtait au paradoxe troublant de l'engagement dans les rouages de la domination coloniale. Je suis Élodie Bonin et tu écoutes Nicéphore, le podcast qui te plonge dans l'histoire de la photographie pour insuffler une nouvelle ère dans ta créativité. L'Empire austro-hongrois déclenche la guerre contre la Serbie le 28 juillet 1914. Il s'agit de l'entrée dans la Grande Guerre, un conflit qui détruit toute l'Europe. Mais même dans un conflit aussi grave, certains pays réussissent à rester neutres. C'est le cas du Danemark, qui accueille le 4 février de la même année une enfant à l'avenir aussi extraordinaire qu'ambivalent, Jet Beng. Jet grandit dans un milieu aisé de par son rang social et sa condition économique privilégiée, un environnement qui ne lui fait pas sentir les tensions mondiales qui perdurent pendant sa petite enfance. Une distinction de classe qui la place dans une bourgeoisie urbaine et professionnelle. Certes, la richesse de sa famille n'est pas gigantesque, mais suffisamment riche pour lui permettre, une fois jeune adulte, d'accéder à une formation professionnelle de qualité. C'est ainsi qu'en tant que grande amatrice de photographie, Jet Beng veut se professionnaliser dans le milieu. Elle ne veut pas se satisfaire d'un simple statut d'autodidacte. Elle souhaite se former dans l'industrie photographique commerciale, maîtriser les techniques d'éclairage artificiel, de composition et de tirage. Elle veut en apprendre davantage sur les équipements, les procédés chimiques et les protocoles techniques du médium. Un désir soutenu par sa famille, qui lui offre ce dont elle rêve. Un accès, privilégié en tant que femme de l'entre-deux-guerres, à un apprentissage au sein d'une firme réputée de Copenhague. C'est là-bas qu'elle acquiert de solides compétences, lui ouvrant un avenir en tant que professionnelle de la photographie. Un métier souvent convoité par les femmes de son rang, mais que peu parviennent à mettre en pratique. En même temps que ses années d'apprentissage à Copenhague, Jet Beng développe un nouvel intérêt, comme une fascination, le cinéma. Et c'est par cet attrait qu'un autre s'en révèle dans la foulée, un sujet narratif qui revient sans cesse dans ses découvertes cinématographiques. Les aventures groenlandaises. Le premier film qui la marque véritablement s'intitule SOS Iceberg, sorti en 1933. Cette fiction d'aventure présente l'histoire d'explorateurs pris au piège sur un iceberg. Sur l'amas de glace dérivant, le groupe se retrouve menacé par la faim, le froid et l'isolement.
Un film rythmé par des paysages monumentaux et présentant des dangers arctiques saisissants. Dans le cœur de Jet, mais aussi dans celui des autres spectateurs des années 30, SOS Iceberg forme un imaginaire héroïque de l'Arctique. Un espace défiant les hommes à conquérir des éléments extrêmes pour survivre. Un espace aux paysages vides, vides d'histoire et vides d'humanité autochtone. En somme, un simple décor naturel mis à la disposition des aventures occidentales. Puis, un an avoir été plongé dans cette aventure sur grand écran, Jet découvre un second film, Le mariage de Paolo, réalisé par Knud Rasmussen, un ethnographe danois. Ce documentaire dramatique se veut comme une présentation fidèle des traditions inuites. Il met en scène une histoire d'amour rythmée par des rituels traditionnels et des pratiques culturelles. Une romance teintée de nostalgie, mais aussi d'exotisme. Et pour cause, les Inuits y sont représentés comme un peuple vivant en harmonie avec la nature et non entaché par la culture européenne. Mais aujourd'hui, avec notre œil avisé, contemporain, on peut davantage catégoriser ce film comme une ethnographie de sauvetage. Une approche qui considère les peuples autochtones comme possédant une culture figée dans un passé, condamnée à mourir et que l'homme blanc doit absolument documenter pour en préserver le souvenir avant l'effacement inévitable provoqué par la modernité. Quoi qu'il en soit, ces deux films marquent profondément Jet Beng, nourrissant en elle un regard utopique et romantique de l'Arctique. Cet espace pittoresque qu'elle rêve comme un lieu d'évasion, d'aventure héroïque et de découverte exotique. Des images qui font naître en elle un rêve particulier, celui de documenter, à son tour, la culture groenlandaise et les colonies qui se sont établies sur les territoires arctiques. Mais pour que ces rêves se réalisent, il faut s'organiser, car les autorités, craignant que des visiteurs n'y perturbent l'ordre social et critiquent les politiques coloniales instaurées, contrôlent étroitement l'accès à leurs colonies arctiques. La jeune femme fait alors une démarche audacieuse. Elle sollicite le ministère du Groenland pour financer son projet documentaire. Dans sa demande, elle propose aux autorités coloniales danoises de contribuer au financement de son voyage au Groenland, pour l'aider à produire un travail photographique et cinématographique dans le cadre d'une documentation dans la vie des colonies. En d'autres termes, elle présente son projet comme une contribution à la connaissance scientifique et ethnographique du peuple danois. Mais face à sa demande, la réponse des autorités coloniales est sans appel. Le rejet est catégorique. Ils ne financeront pas son voyage ni son projet. Et pour cause, les bureaucrates danois ne parviennent pas à prendre Jet Beng au sérieux. Une femme apprentie photographe d'à peine 20 ans qui veut séjourner seule au Groenland, c'est irréaliste et totalement ridicule à leurs yeux. Face à un tel retour, Jet Beng aurait pu se laisser aller au désespoir. Mais c'est mal connaître sa témérité, car face à ce rejet, elle prend la décision d'organiser et de financer seule son expédition. Ainsi débute son voyage en 1936. Destination, la côte ouest du Groenland, une région qui, dans les années 30, est très rarement visitée par des voyageurs en solo. Elle y séjourne 8 mois, une durée particulièrement longue pour l'époque, avec pour objectif d'enregistrer les pratiques culturelles groenlandaises et la vie quotidienne dans les colonies. Et pour rompre avec les représentations exotiques habituelles et offrir un point de vue plus réaliste, elle s'immerge dans le quotidien des populations autochtones. Une immersion rendue possible par son statut de femme qui lui permet d'intégrer les espaces domestiques intérieurs des villages. Elle peut y observer le quotidien intime des femmes et des enfants groenlandais, chose qui, jusque-là, a été impossible pour les hommes étrangers. De par ce privilège de genre, Jet Beng accorde un intérêt particulier au travail des femmes.
tels que la couture des vêtements en peau de phoque ou encore la préparation des repas. Quant aux enfants, Jet immortalise leurs jeux, leurs interactions et leur éducation. Des activités jusque-là considérées comme mineures par les explorateurs masculins qui ont tendance à privilégier les scènes plus spectaculaires, telles que la chasse. Pourtant, un point concorde entre l'approche de Jet Bang et celui de ses homologues masculins, celle de l'étude ethnographique. Car bien que Jet Bang marque une rupture importante avec cette ethnographie de sauvetage, elle offre malgré tout un regard ethnographique indéniable. Mais contrairement à ses compères, sa documentation est plus nuancée, moins axée sur l'héroïsme et intègre désormais des réalités quotidiennes et domestiques jusque-là niées. Jet Bang révolutionne l'iconographie arctique avec une nouvelle pratique qu'elle rend quasi systématique dans sa production, l'usage des gros plans pour capturer les émotions humaines. Un choix conscient de forcer le regard sur un visage ou une main pour révéler des expressions faciales et des émotions subtiles, jusque-là invisibilisées dans les plans larges. Et pour cause, dans l'iconographie ethnographique de l'entre-deux-guerres, ce sont bien les plans d'ensemble qui dominent. Des plans représentant des groupes en activité collective. L'individu, lui, reste anonyme, mais Jet Bang, elle, individualise les sujets. Elle s'intéresse au comportement humain individuel, une démarche profondément innovante qui préfigure ce qui devient, dans l'après-guerre, l'un des principaux codes de l'anthropologie visuelle moderne. Ce périple de 8 mois s'avère donc très productif en termes d'image. C'est ce qui inspire Jet Bang pour un court-métrage, aujourd'hui disparu, et un futur ouvrage photographique intitulé Groenland, qui verra le jour en 1940. Cependant, c'est véritablement à son retour au Danemark que la métamorphose s'opère. En 1937, le musée d'art et d'industrie de Copenhague met en lumière son œuvre. L'événement culturel se propage déjà dans les médias danois. Bien plus qu'un simple compliment, c'est un triomphe. Pour la première fois de l'histoire danoise, des métropolitains peuvent voir la vie intime des peuples autochtones du Groenland, loin des images héroïques ou exotiques jusqu'à présent connues. Les journaux saluent la maîtrise technique des clichés, mais sont surtout touchés par leur dimension humaine. On découvre des Groenlandais authentiques, des personnalités singulières, ancrées dans un mode de vie propre et empreintes d'une fière dignité. Cette réussite propulse Jet Bang sur le devant de la scène médiatique, salué pour son audace et une vision résolument contemporaine, sublimée par une maîtrise technique et un esthétisme photographique et cinématographique saisissant. Jet Bang, désormais élevée au rang de figure emblématique de la production documentaire, et experte passionnée des régions arctiques, entame un nouveau chapitre professionnel. Forte de ce nouveau pouvoir, Jet Bang peut désormais obtenir ce qui lui avait été refusé autrefois, le soutien indéfectible des autorités coloniales danoises. C'est en 1937 qu'elle revient au Groenland, mais c'est l'année suivante, en 1938, qu'elle s'élance pour son odyssée la plus ambitieuse, une expédition hivernale de plusieurs mois, entièrement subventionnée par le ministère du Groenland. Au cours de ce périple, Jet Bang parcourt plus de 10 000 kilomètres tirés par des chiens de traîneau. À elle seule, elle assume le poids d'un arsenal impressionnant, caméras de cinéma professionnelles, flash photos puissants,
sans oublier un groupe électrogène portatif pour assurer l'alimentation, même loin de toute source électrique. Cette scène frappe d'emblée l'imaginaire. Une femme solitaire à bord d'un traîneau canin, bravant des territoires glacés à moins 40 degrés et convoyant des dizaines de kilos d'équipements, aussi fragiles que précieux. Pour le public citadin, et plus encore pour les médias, cette prouesse athlétique pulvérise l'image d'une prétendue fragilité féminine, un préjugé tenace à cette époque. L'œuvre phare de Jed Bang demeure le film Inuit, une œuvre unique en son genre puisqu'il s'agit du tout premier film en couleur tourné sur la terre du Groenland. Un choix judicieux de Jed Bang qui offre une saisie fidèle de l'Arctique, qu'il s'agisse de la lumière polaire ou de la texture des étoffes. Si les couleurs manquent d'éclat esthétique, elles n'en rehaussent que davantage la richesse ethnographique du document. Par ailleurs, dans cette même veine, Jed Bang s'immerge dans l'intimité et le quotidien des Inuits. Mais surtout, et c'est une audace inédite pour une exploratrice, elle participe à la chasse aux phoques sur la banquise et à la découpe des animaux. Des pratiques viriles empreintes de violence. Qui plus est, elle n'hésite pas à se jeter elle-même dans des défis audacieux. Imaginez-la suspendue à des cordes au-dessus du vide, capturant les oiseaux nichant à flanc de falaise et la collecte des œufs par les chasseurs. Jed Bang, une experte aux multiples facettes, dont l'expertise embrasse tous les aspects de la vie au Groenland. Mais l'histoire mondiale, avec son cortège de tragédies, n'épargne pas Jed Bang. Son film Inuit a été achevé en 1940, une année funeste où le Danemark tombait sous le joug nazi. Pour la productrice, le moment était on ne peut plus mal choisi. Le Groenland, en effet, bénéficie de boucliers protecteurs américains. D'autres, sans être encore entrés en guerre, affiche un soutien indéfectible aux Alliés et déploie une force militaire au Groenland, contrant ainsi toute tentative d'implantation allemande. Dès lors, le Groenland se retrouve coupé de sa connexion avec le Danemark, alors sous occupation. Dans ce climat politique explosif, le film de Jed Bang ne peut trouver sa place. Sa projection publique est proscrite en salle, sa diffusion se limitant au cercle d'initiés, institutions scientifiques et événements privés. Ainsi, Jed Bang se retrouve otage de la géopolitique. Son œuvre, conçue pour propulser sa renommée à l'échelle mondiale, croupit désormais dans les limbes de l'oubli censuré. Mais malgré cette collection de tragédies imposée par l'histoire mondiale, Jed Bang a réussi à déjouer son destin en maintenant sa présence au Groenland où elle a pu poursuivre son œuvre après 1945, bien que le paysage géopolitique ait été profondément remanié. C'est dans ce climat de tensions internationales exacerbées par la guerre froide que le Groenland acquiert une importance géostratégique capitale. Cette étroite bande de terre, unique point de contact entre les États-Unis et l'URSS, devient un terrain miné où prolifèrent les bases militaires, érigées de part et d'autre comme autant de boucliers défensifs. Fort de ce constat, le gouvernement danois sollicite à nouveau Jed Bang et lui confie la réalisation de nouveaux documentaires ethnographiques. Des films explorant la vie groenlandaise, ses mutations et les dynamiques entre colons danois et populations autochtones.
Le fait de choisir Jet Bang comme productrice ne se limite pas à la simple reconnaissance de son expérience passée. En fait, l'État du Danemark voit surtout en Jet Bang une femme qui se contente d'enregistrer l'ordre colonial, sans le remettre en cause ni esquisser la moindre critique. Cette neutralité, d'après le Danemark, fait de Jet Bang une experte dont l'État peut tirer profit. Quant à la productrice, elle se voit conférer une influence inégalée dans le paysage géopolitique de l'après-guerre. De fait, la démarche documentaire de Jet Bang prend une toute autre dimension. Il embrasse une perspective contemporaine du territoire, révélant l'impact des infrastructures coloniales, de l'industrialisation et de l'urbanisation sur l'Arctique groenlandais. Elle y dépeint l'apparition d'infrastructures dernier cri, l'avènement de l'électricité, de réseaux routiers et d'établissements scolaires à l'américaine. Mais sous son esthétique résolument contemporaine, l'œuvre de Jet Bang reste néanmoins imprégnée d'un héritage colonial tenace. Malgré un ancrage plus réaliste que ses prédécesseurs, son style peine à s'affranchir d'un obstacle de son époque, celui d'une représentation uniformisée du peuple groenlandais, faisant ainsi l'impasse sur les tiraillements sociaux, les crispations politiques, voire même la mosaïque identitaire du Groenland. En rejetant ces réalités, Jet Bang se rallie implicitement à cette vision idéalisée du bon sauvage, fantasmant des Inuits épanouis dans une existence simpliste et préservée de toute influence européenne. Et c'est dans cet esprit que Jet Bang fait appel à la mise en scène. Une mise en scène favorisée par les responsables coloniaux des voyages de la productrice, qui préparaient des scènes pour les caméras de Jet Bang. Ainsi, les Groenlandais pouvaient montrer certaines pratiques, certains vêtements ou encore rejouer certains rituels traditionnels. Une esthétique cinématographique caractéristique de l'âge d'or du film ethnographique. Par la suite de ses écrits et récits de voyage publiés après la guerre, Jet Bang façonne délibérément une image d'elle-même qui soulève aujourd'hui de sérieuses questions. Elle se définit, entre autres, comme une exploratrice audacieuse et sans peur, bravant des froids mordants, des tempêtes de neige implacables, des périls insidieux de la banquise et un isolement qui s'éternise. Alors évidemment, personne ne saurait nier l'audace dont fait preuve Jet Bang. Cependant, les historiens d'aujourd'hui émettent une réserve essentielle. Ces autobiographies tendent à construire un personnage de self-made woman héroïque qui minimise toujours les structures qui ont permis ses exploits. Et pour cause, il est rare qu'elle prenne conscience de sa position privilégiée. C'est notamment grâce à l'assise financière de sa famille qu'elle a pu donner vie à sa toute première expédition en 1936. Ou encore, elle ne mentionne pas le réseau professionnel qui a propulsé son ascension. Elle fait aussi l'impasse sur le soutien institutionnel que lui apporte le gouvernement danois à partir de 1938, sans parler des infrastructures coloniales dont elle continue de bénéficier. Et cette absence est tout sauf anodine. En contrepartie, elle participe à forger le mythe d'une exploratrice héroïque, triomphant par la seule force de sa détermination. Bien plus qu'un simple mensonge, il s'agit d'une véritable mythification. Le succès de Jet Bang, aussi admirable soit-il sur le plan individuel, s'épanouit sur un terreau de privilèges de classe et de race qu'elle occulte obstinément. Dans les années 60, Jet Bang persuade l'administration royale du commerce groenlandais, un véritable pilier colonial des échanges locaux, d'investir dans un projet cinématographique inédit, des phoques et des hommes. Jet Bang assume pleinement ce projet, un documentaire résolument pro-chasse, conçu pour faire barrage à la levée des boucliers internationaux contre la chasse aux phoques.
Et pour cause, les images poignantes de bébés phoques massacrés à coups de bâton sont diffusées par des campagnes percutantes et galvanisent l'opinion publique occidentale contre les pratiques barbares de cette industrie. Le film de Jed Bang ambitionne de renverser les perspectives en présentant la chasse aux phoques non plus comme une industrie impitoyable, mais comme un héritage ancestral vital pour la pérennité culturelle et économique des Inuits. Jed Bang ne connaîtra jamais le fin mot de cette controverse autour de la chasse aux phoques. Sa vie a prématurément cessé en 1964, à l'âge de 50 ans. Elle a légué un héritage colossal sur le Groenland, riche de milliers de photographies, de films captivants, de précieux carnets et de publications marquantes. Mais une fois qu'elle s'éteint, son œuvre entière sombre dans l'oubli, à jamais marquée par la Seconde Guerre mondiale qui l'a reléguée dans les archives poussiéreuses de l'histoire. Il faudra attendre une décennie et l'élan du mouvement féministe des années 70 pour qu'elle retrouve enfin la lumière. Une dynamique visant à rendre aux femmes la place qu'elles méritent dans le récit historique, en exhumant et en magnifiant leurs contributions, trop souvent occultées ou dévalorisées par une histoire façonnée par une perspective masculine. C'est ainsi que des historiennes féministes danoises se lancent dans une exploration des archives de cinéma, à la recherche de réalisatrices oubliées. Et c'est là qu'elles exhument Inuit, une œuvre de 1940, dont la valeur historique et l'éclat esthétique sont indéniables. Très vite, le documentaire s'est imposé comme un film précurseur, notamment grâce à une utilisation audacieuse de la couleur et à des gros plans anthropologiques employés avec une rigueur méthodologique. Jed Bang s'impose donc comme une figure incontournable du cinéma féminin danois, gravant son nom dans l'histoire grâce à une approche d'auteur à la fois indépendante et experte. Car à l'opposé des générations de femmes passées, fréquemment cantonnées à l'arrière-plan ou perçues à travers le prisme masculin, Jed Bang a systématiquement revendiqué son autonomie créative, affirmant ainsi son identité propre. Elle imprègne son travail de sa propre signature professionnelle, refusant toute appropriation ou anonymisation de son travail. En devenant auteure à part entière, Jed Bang a transformé son statut d'exploratrice pour se muer en chroniqueuse officielle de la colonie danoise pour contourner les contraintes militaires de la guerre froide et immortaliser la fin de l'Arctique traditionnel. En résumé, dans les années 70, elle incarne l'archétype de la New Woman. Une femme maîtrisant les technologies et les sciences, affirmant son autonomie dans des contextes extrêmes et défiant les assignations traditionnelles liées au genre. Cependant, malgré cette relecture féministe, l'œuvre de Jed Bang se voit travestie après sa mort. En particulier, la diffusion d'Inuit sur la chaîne de télévision danoise en 1984, qui s'est accompagnée de l'ajout d'une voix off, masculine et omnisciente. Rétrospectivement, cette approche érige une figure patriarcale masculine en instance suprême, dictant le sens des images, le tout sur une œuvre qui était initialement immersive, silencieuse et un espace d'interprétation relativement libre imaginé par une femme. Et cette transformation post-mortem métamorphose complètement la façon dont on perçoit le regard de Jed Bang. Son film se mue soudain en un documentaire viril, sagement aligné sur les codes patriarcaux qui régissent le cinéma ethnographique. Une censure sexiste, sournoise, qui relègue l'influence féminine au second plan pour sacraliser une figure masculine disparue. Sans oublier le film Des phoques et des hommes, qui, suite au décès de sa productrice, a été récupéré par l'État danois et transformé en un instrument de propagande colonialiste, servant les intérêts commerciaux du Danemark sous un vernis de sauvegarde des traditions autochtones. Une simplicité d'utilisation trompeuse quand on réalise que le film est déjà instrumentalisé pour valider des stratégies commerciales coloniales. Il s'agissait de protéger les intérêts économiques du pays face aux contestations venues d'ailleurs, présenter le colonialisme danois sous un jour favorable, dans le respect des traditions ancestrales. Cette instrumentalisation politique des images est pour le moins équivoque. Il est indéniable que la chasse aux phoques s'inscrit dans un patrimoine culturel inuit. Cependant, il faut bien distinguer la chasse de subsistance ancestrale
et l'exploitation cynégétique à grande échelle orchestrée par le colonialisme danois. Et cette exploitation des images soulève des questionnements cruciaux. Jett Beng est-elle une actrice consentante ou bien un simple pion dans cette propagande coloniale ? N'est-elle qu'une experte habile à déjouer les pièges de son temps ? Ou bien cède-t-elle aux arrangements troubles du pouvoir colonial ? Ainsi s'achève cette exploration nuancée de Jett Beng, photographe de l'Arctique dont l'œuvre novatrice et audacieuse continue de susciter le débat. Une pionnière qui a pulvérisé les codes de son temps pour devenir une documentariste reconnue tout en évoluant, avec ou sans pleine conscience, dans des dynamiques coloniales qui ont paradoxalement facilité son ascension. Le parcours profondément féministe de Jett Beng se déploie dans un contexte historique, géopolitique et social qui en définit les contours avec ses zones d'ombre et ses paradoxes. Saluer son audace visuelle et son esprit pionnier n'occulte en rien la nécessité d'examiner les mécanismes de pouvoir et les systèmes de domination qui ont façonné son œuvre. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nicéphore. Si toi, chère auditorice, tu as aimé cette plongée dans la vie de Jett Beng, n'hésite pas à laisser des étoiles et un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi rejoindre la communauté de Nicéphore sur Instagram et TikTok pour prolonger la discussion et découvrir encore plus de contenu autour de l'histoire de la photographie. Tu trouveras en description toutes les sources de cet épisode. Prends bien soin de toi et n'oublie pas, pour être inspirant, il suffit d'être inspiré.